et bienvenue sur Medi 1 TV. Le réchauffement climatique, une menace pour l'humanité. Cela se confirme encore une fois. L'ONU vient de lancer une nouvelle alerte puisque la survie de 120 millions de personnes sont menacées donc rien que sur le continent africain. Le continent le moins pollueur est paradoxalement le plus exposé aux impacts du changement climatique. À moins de 2 semaines de la COP26, on en parle avec notre invité. Il s'agit de Saïd Kharouk. Il est professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Il est en direct avec nous par téléphone. Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci à vous. Alors, l'ONU vient de le réaffirmer, qui tire la sonnette d'alarme. Près de 120 millions de personnes, en tout cas, dont la survie est menacée rien que sur le continent africain. Ce sont des données quand même très inquiétantes, professeur. Oui, très inquiétantes, certes, mais ce sont des données qui étaient attendues depuis très longtemps par les scientifiques. Aujourd'hui, heureusement, ce sont les politiques qui le disent, tardivement, certes, mais ils le disent. Alors, il s'agit d'un continent, il ne s'agit pas d'une communauté, il ne s'agit pas d'un pays, il s'agit d'un continent. Parce que ce continent est malheureusement très vulnérable pour plusieurs raisons dont on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui. Mais c'est un continent très vulnérable et donc il n'a pas les moyens de se préparer, même s'il souhaite le faire. Vous venez de le dire tout à l'heure, c'est un continent qui n'a jamais pollué et qui ne pollue pas toujours. Et donc, c'est des doublement victimes. Et malheureusement, la situation sociale dans ces pays qui n'a pas permis un développement des outils de protection ni d'infrastructure, aujourd'hui se trouve sérieusement coincé, les otages des bêtises des autres et il ne peut rien faire. Elle attend la catastrophe, malheureusement. Tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est la fuite de beaucoup de personnes qui peuvent le faire, douloureusement, mais le font. Et c'est une vague d'immigration qui s'installe vers le nord de l'Afrique, direction Europe. Et tout ce que la communauté internationale aujourd'hui fait dans ce sens, c'est de bloquer les entrées de l'Europe, et parfois en bloquant les sorties de l'Afrique. Oui, en fait, là, vous faites référence aux conséquences, en fait, de ce réchauffement climatique, à savoir les migrations. On y reviendra tout à l'heure, mais restons sur un plan purement scientifique. L'Afrique, comme on l'a dit, est le continent qui pollue le moins, mais qui réchauffe, en tout cas, le plus vite que les autres continents. Donc, expliquez-nous de façon quand même scientifique, qu'est-ce qui fait que ceux qui polluent le moins sont les plus exposés aux conséquences du réchauffement climatique? Est-ce que c'est pour des raisons géographiques ou bien pour des raisons d'absence de moyens pour faire face à ces conséquences du changement climatique? Alors, sur le plan naturel, c'est pour des raisons géographiques, parce que l'Afrique se trouve quand même autour de l'équateur. Et c'est l'équateur qui est, sur le plan thermique au niveau planétaire, le plus chaud du monde, parce que il y a le bilan énergétique local, mais il y a aussi les flux aériens qui nous parviennent du nord et du sud, et donc un continent déjà chaud, mais puisque le bilan énergétique de la planète a augmenté, c'est pour cela qu'il y a un réchauffement, la région est la plus chaude du monde. Alors, la situation la plus compliquée dans la région, si vous voulez, elle était déjà la plus chaude. Et maintenant, on n'a pas de référence pour voir si cette région, si la température augmente dans cette région, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ailleurs, on sait par exemple qu'au Maroc, si la température augmente, on va voir ce que faisaient nos amis, les Africains en particulier, au sud de nous, parce qu'ils étaient plus chauds que nous. Mais autour de l'équateur, dans la zone intertropicale, nous n'avons pas de référence à suivre. Et donc, il faudrait inventer des solutions, il faudrait inventer des idées, des méthodes, etc. Et par conséquent,
cette augmentation de la température planétaire connaît son maximum autour de l'équateur, certes, et donc il y a une augmentation encore de l'évaporation qui fait augmenter la température. Conséquence que l'infrastructure et les systèmes écologiques dans la région, ils sont contraints de dire de nouvelles situations. Hein. Et donc, Alors, ils réagissent rapidement, soit par une sécheresse beaucoup plus accentuée qu'il ne l'a été, soit par un retour de l'eau énormément abondant qui nous met dans un déluge. Quand il pleut maintenant à la pluie, quand il y a des inondations, c'est un déluge. C'est pas des inondations comme on le vit au Maroc, comme on le vit en Europe occidentale, etc. en fait, donc, en nos mots, voilà. c'est là aussi un paradoxe, c'est soit une sécheresse extrême ou bien des déluges donc d'eau. Alors, à ce propos, je rappelle que selon les différentes observations, les glaciers d'Afrique de l'Est, notamment dans la région du Kilimanjaro, devraient bientôt donc fondre totalement, ce qui serait donc très dommageable pour l'écosystème naturel. Alors, parlons maintenant de ce qui peut être envisagé comme solution. De façon assez rapide, professeur. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour, s'il est encore temps ou s'il est encore possible d'éviter le pire pour le continent, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il est toujours possible, il est toujours d'agir, hein, au moins pour minimiser si on ne peut pas stopper cette évolution. Ce qu'il faut faire, nous avons tout d'abord une adaptation naturelle et humaine. Les êtres humains s'adaptent de fait sous pression sous la pression de la nature. Hein. Mais aussi, il faudrait que l'Afrique se prépare avec des moyens logistiques, rien que pour l'assainissement, c'est une question très compliquée. Et donc, puisque ce continent il n'y a pas suffisamment de moyens, malgré que c'est un continent très riche hein, par ses ressources, par ses ressources humaines aussi, en particulier. Les infrastructures sont dépassées, si vous voulez. Mais on peut toujours faire, il faut le décider. Hein, il faut trouver les moyens et les ressources, mais il faut passer directement à l'action. On n'a plus le droit d'attendre parce qu'on a trop attendu. Hein. Et donc, c'est toujours possible, mais à condition qu'il y ait une réaction immédiate. Malgré que il nous faut du temps aussi pour accomplir ces missions. Finalement, il vaut mieux tard que jamais. Hein. Je ne dis pas qu'il est trop tard, il n'est jamais trop tard. Mais il faut agir immédiatement. Alors, il faut agir avec une coopération internationale surtout. Hein. À ce propos, je rappelle, excusez-moi de vous interrompre, à ce propos, je rappelle que donc à l'issue de la COP 21 de 2015 à Paris, il avait été décidé donc d'allouer un fonds de 100 milliards de dollars pour faire face donc à la lutte pour faire face en tout cas au réchauffement climatique. Les pays pauvres devraient en bénéficier. Aujourd'hui, on en est à la COP 26, on sent que ça cale toujours. Comment expliquez-vous cela? Il y a toujours un prétexte ou un problème qui classe la question climatique en second plan. Ces 2 dernières années, c'était la pandémie, le corona. Hein. Avant, il y avait une crise quelque part. Il y a toujours une raison pour classer, pour remettre cette question au second rang. Et puisque l'Afrique et les Africains n'ont pas un pouvoir de faire pression, donc c'est malheureux si vous voulez, hein, mais ce sont des engagements qui restent sans accomplissement. Et parce que il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas un pouvoir qui peut inciter les pays qui sont engagés à accomplir leur engagement, ni plus ni moins. Si on prend par exemple la question de la Banque mondiale, quand il s'engage
Ou quand des pays s'engagent avec cette Banque mondiale pour rembourser leurs dettes, il y a aucun prétexte pour mettre la dette en deuxième plan. Non, absolument pas. Hein. Parce qu'il y a une puissance, il y a une force, hein, il y a une pression. Alors, il faut que les Africains sachent et inventent une manière de faire pression sur la communauté internationale pour que les engagements soient apportés. Hein. Alors, dans ce contexte, la COP 22, c'est dans la COP 26 plutôt, c'est dans quelques jours. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faudrait attendre de cette nouvelle réunion? Je vous cache rien, en tant que scientifique, sans que ce soit pessimiste, je suis pas pessimiste, hein, ça ne sera pas mieux que les COP passés, hein, parce que il y a toujours une raison de lancer et d'imposer des questions internationales des pays, enfin des grandes forces internationales, qui sont par l'occasion les grands pollueurs, ils sont les grands négociateurs, ils sont les décideurs en même temps. Et donc, peut-être que les Africains pourraient faire une pression politique aujourd'hui. Hein. Il faudrait faire un bloc sur le plan politique. Je rappelle par exemple, si les Africains ne participent pas à l'accord, il n'y aurait pas de décision. Impossible d'avoir une décision. C'est une peut-être parmi les moyens de pression, mais ça a été utilisé auparavant, mais euh, les négociations ont repris et puis on a tenu des engagements, mais on les a pas accomplis. Et je vous dis franchement que je m'attends pas à une révolution dans cette époque. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, quand on parle des conséquences du réchauffement climatique, c'est à travers les conséquences sur le plan, en tout cas alimentaire, mais aussi en termes de migration. À ce niveau-là, pensez-vous que c'est un levier, en tout cas je prends pour ce qui est de la migration, un levier suffisamment puissant pour peut-être alerter davantage sur l'urgence d'agir en faveur des pays pauvres, notamment africains? La sécurité alimentaire est quelque chose de fondamental. On en parle très rarement. On se préoccupe surtout de l'immigration, et on n'a pas encore décidé de donner un statut à ces immigrés qui sont d'ailleurs, ils doivent avoir un statut d'immigrés environnementaux ou alors d'immigrés climatiques parce qu'ils sont forcés, sont obligés de fuir pour des raisons complexes. Hein. Je mets à part des questions politiques, malgré qu'ils en font partie, hein, ils compliquent la situation environnementale. Mais ils doivent avoir un statut. Hein. On n'a pas encore décidé de leur donner un statut. À côté de ça, la sécurité alimentaire est quelque chose qui est fondamental pour les Africains, surtout que la situation actuelle et depuis fort longtemps a été, il connaît un équilibre très fragile parce que il y avait toujours des évolutions naturelles qui créaient énormément d'instabilité, telles que les sécheresses, telles que la désertification, telles que les feux de forêt, telles que aujourd'hui les inondations en particulier, surtout depuis une dizaine d'années, les inondations sont réellement catastrophiques dans cette partie du monde. Pour plusieurs raisons, je ne vais pas entrer dans les détails, mais surtout, je dirais sur le plan naturel, puisque c'est l'endroit le plus chaud, hein, et donc, il y a énormément de vapeur d'eau. Hein. Quand cette vapeur d'eau revient, ça revient en quantité. Hein. Alors, peut-être une dernière question, professeur. On a vu que l'ONU alerte aussi sur la production mondiale de charbon qui devrait impacter, en tout cas, ou empêcher d'atteindre les objectifs fixés depuis ces différents COP. Donc, c'est-à-dire limiter le réchauffement climatique à 1 point ou 1,5 point de degrés d'ici quelques années. Pensez-vous qu'aujourd'hui, cette situation-là est tenable au vu des besoins en énergie à travers le monde? Alors,
l'augmentation de la température et le 1,5 degré, aujourd'hui, le 1 degré est déjà dépassé. Il ne faudrait plus parler de 1,5 degré. 1,5 degré par rapport à l'époque pré-industrielle. Le 5e rapport de 2013 nous a donné la preuve comme quoi la température a déjà augmenté d'1 degré. Donc, il nous reste 1,5 degré depuis 2013. Je ne sais pas quelle est la situation actuelle. Nous avons connu l'année dernière, en 2020, l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis qu'on fait des enregistrements de température. Alors, aujourd'hui, je pense que ce demi-degré qui reste, on ne peut pas le tenir. Il est impossible. Je dis ça sur le plan scientifique puisque l'atmosphère et le climat, il a une mémoire. Ça s'appelle la mémoire climatique. C'est que la situation du bilan énergétique d'aujourd'hui, elle va impacter les 30 prochaines années. Et donc, puisque les gaz à effet de serre anthropiques n'ont pas arrêté, il faut les arrêter d'abord. Il faut stopper leur augmentation. Et sinon, c'est impossible d'inverser la tendance. Il faut d'abord essayer de stopper. Après, on verra si on peut revenir, si on peut bloquer à 1,5. Donc, merci beaucoup, professeur Saïd Kharouk. Je rappelle que vous êtes donc professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediennews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Médien TV.